rejoindre. Il y a des problèmes de transport qui font qu'ils ont dû Oui, il y a des grèves. modifier. Oui. Donc ils ont dû modifier leur trajet. Et notre président également, Mathieu Darnaud, n'a pas pu joindre à nous à cause également de ces problèmes de transport. Donc c'est moi, René-Paul Savary, sénateur de la Marne, en tant que vice-président, qui vais organiser cette entrevue. Je vais faire quelques propos préliminaires et vous passerez la parole, bien entendu, ensuite. Donc nous sommes heureux de vous accueillir, Monsieur Viard, à distance, mais en présence quand même, en présentiel. La Journée mondiale du tourisme se tient chaque année le 27 septembre. Elle constitue depuis la première édition lancée en 1980 sous l'égide des Nations Unies l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de réfléchir à la suite. Mais la journée d'avant-hier n'était pas comme les autres, parce que s'il y a un domaine qui s'est trouvé complètement bouleversé par la pandémie, c'est bien celui du tourisme. D'ailleurs, lorsque nous nous sommes réunis en début de l'été pour réfléchir au prochain sujet dont pourrait se saisir notre délégation, la question de l'avenir du tourisme avait immédiatement suscité l'enthousiasme. Et c'est Cécile Cukierman qui était à l'origine de cette proposition. Je leur remercie. En un peu plus d'un demi-siècle, le tourisme, cet enfant des 30 glorieuses, a façonné notre société, notre économie, notre rapport au monde, autant au voyage, aux loisirs, à la consommation et à la planète. Le nombre de touristes internationaux est passé de 60 millions à la fin des années 1960 à 1,5 milliard en 2019. Et la France accueille davantage de touristes étrangers qu'elle ne compte d'habitants. Et puis, du jour au lendemain, tout s'est arrêté, les avions, les hôtels, les restaurants, les spectacles, et d'ailleurs la pollution également. Maintenant, les questions qui se posent. Si l'on en croit les chiffres publiés cet été par l'Organisation mondiale du tourisme, la reprise est bien là, et elle est forte. Et l'Europe, par exemple, a déjà retrouvé 80% de ses niveaux d'avant-crise. Mais parle-t-on vraiment de la même chose? Le tourisme du monde d'après est-il, et surtout doit-il, peut-il être celui du monde d'avant? Une chose est sûre, nous sommes dans un moment charnière, une sorte d'année zéro du tourisme, un moment plein d'incertitudes, mais déjà riche d'enseignements, un moment où s'ouvrent de nouvelles opportunités, un moment où il va falloir faire des choix. L'an zéro du tourisme, c'est précisément le titre de l'ouvrage que vient de co-signer avec vous David Medioni, le sociologue donc Jean Viard, directeur de recherche du CEVIPOP que vous êtes, le centre de recherche politique des Sciences Po que nous avons le plaisir d'entendre ce matin. Vous êtes, Monsieur Viard, un spécialiste du tourisme, des temps de loisirs, de la mobilité ou encore de l'aménagement du territoire, mais aussi sur la méthode, un promoteur de longue date de la démarche prospective. C'est d'ailleurs pour cela que le thème de l'audition n'est pas le futur du tourisme, parce que nous ne nous doutons pas qu'il y en ait un, mais plutôt le tourisme du futur. C'est-à-dire lequel tourisme, en essayant d'apporter des réponses à la fois concrètes et de long terme. Vous êtes aussi le cofondateur d'une maison d'édition installée en Provence, les éditions de l'Aube, ce qui explique la visioconférence de ce matin. La visioconférence, voilà un autre exemple de changement précipité par la crise sanitaire qui n'est pas sans donner quelques idées à ceux qui cherchent une réponse à la surfréquentation de certains lieux touristiques. Faudra-t-il demain passer par le métavers pour visiter la tour de Pise, la tour Eiffel sans faire la queue, le Japon sans prendre l'avion, Versailles en costume d'époque et Pompéi en éruption, immersion? Voilà, peut-être j'étais un peu loin, mais je vous laisse sans plus attendre la parole et vous remercie bien entendu pour votre disponibilité. Après votre discours, vos propos introductifs en tout cas, nous nous permettrons de vous poser des questions. Merci, Monsieur Jean Viard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Vice-président. Bon, parfait. Écoutez, le tourisme, ça fait, j'allais dire, 50 ans que je l'observe, donc j'ai une certaine distance dans l'observation. Moi, je dirais d'abord une chose. Nos sociétés sont bousculées par la pandémie d'une façon extraordinaire et ça ne fait que commencer. Il y a des millions de gens qui déménagent,
Il y a des millions de gens qui utilisent leur résidence secondaire à mi-temps, qui viennent en ville qu'à mi-temps. Vous voyez, je travaille sur la défense en ce moment, on a 30% de disponibilité dans les bureaux. Donc, si vous voulez, c'est pour dire qu'il est en train de se passer quelque chose dans le rapport à l'espace, le fait d'habiter en ville, de ne pas habiter en ville, etc. Ça, c'est la première chose. Je vous rappelle que 70% des Français habitent dans des maisons individuelles, dont la plupart ont un jardin. Et il y a effectivement, puisqu'en France, il y a 16 millions de maisons individuelles pour 12 millions d'appartements. Et les 12 millions d'appartements, il y en a à peu près la moitié qui sont des familles propriétaires de résidences secondaires. Des familles, pas forcément l'habitant, ça peut être ses parents ou ses enfants. Donc, en gros, ça nous donne une France où vous avez, en gros, 70% des gens qui ont un jardin. Dans la ville, je vous rappelle qu'à Paris, 50% des logements sont occupés par des personnes seules. Donc, le modèle de la ville de demain, c'est effectivement des personnes seules, des étudiants pour beaucoup, mais pas seulement, et puis des touristes. C'est les deux groupes sociaux principaux d'une métropole moderne. Et puis, il y a les gens qui viennent dans cette ville. Prenez Paris, 700 000 salariés habitent la ville, 1 million rentrent tous les matins, et 2 millions d'autres personnes entrent dans la ville tous les jours. Il faut voir tous ces mouvements-là. Bon. Et ces mouvements sont en train de se déplacer, parce que le nombre de le télétravail, c'est entre 30 et 40% des emplois. En ce moment, c'est un peu moins, mais on pourrait aller plus haut. Bon. Ça veut dire des gens qui peuvent se déplacer dans l'espace parce qu'ils ne vont venir en ville qu'une ou deux fois par semaine. On est en train de construire des logements pour ces gens-là, où ils auront 2 nuitées par semaine, toujours les mêmes, au même endroit, avec leurs affaires, etc. Et puis on change 3 fois dans la semaine, et on enlève le linge, on remet, etc. Donc, vous voyez, il y a toutes ces évolutions pour dire que ce n'est pas directement le tourisme, c'est la toile de fond du mouvement de l'espace. C'est important parce que les gens qui ont une maison avec jardin voyagent moins que ceux qui n'en ont pas, par exemple. Vous voyez, tout ça va avoir une influence. Donc ça, c'est la première remarque. Et donc, on est au début de ce mouvement. En gros, les métropoles sont en train de s'étaler dans l'espace, dans la France des résidences secondaires, on pourrait le dire comme ça. Il y avait déjà les métropoles, c'était étalé dans l'espace, j'allais dire dans la France des Gilets jaunes, pour aller vite, c'est-à-dire le périurbain des lotissements et les petites villes en perdition, si on peut dire comme ça, où les gens vont travailler dans la grande ville parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est un peu ça le modèle Gilets jaunes, essentiellement le monde de la logistique, la santé, les petits boulots du service, ceux qui ont travaillé pendant la pandémie. Là, on fait une autre France, c'est effectivement la France patrimoniale des résidences secondaires qui se peuple d'habitants qui restent à la ville et qui continuent à vivre avec des salaires de la ville. Problème de concurrence territoriale qu'on voit très bien en ce moment. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'on dira dans l'histoire que la civilisation des loisirs a gagné sur la civilisation du travail avec la pandémie. Vous savez, la grande peste de 1300 et quelques, c'est l'invention du salariat. Avant, il n'y avait pas de salariat, avant, il y avait des serfs, et puis il y en a la moitié qui sont morts de la peste, on a dû se mettre à payer les salariés. Donc les pandémies, ça bouleverse en fait les équilibres socioculturels. Or, en France, je vous rappelle que votre espérance de vie est de 700 000 heures, et que la durée légale de travail pour avoir droit à la retraite, enfin en tout cas aujourd'hui, c'est 68 000 heures. Ça veut dire que votre temps de travail légal est inférieur à peu près à 10% de votre existence. Si vous laissez ça, l'élément structurant des sociétés modernes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie s'est allongée de 20 ans depuis la guerre et que plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes. Parce que plus la vie est longue, plus on a envie, on ne va pas faire 20 ans de plus la même chose. Donc on change de partenaire, 63% des bébés naissent hors mariage, 63% des bébés naissent hors mariage, je ne sais pas si vous le savez vraiment, on change de partenaire, on déménage, on change de conviction, on change de métier, etc. On est là-dedans. Bon. Et donc la pandémie nous offre une accélération de ce processus, avec 1 million de couples qui ont explosé, 2 millions, 3 millions de Français qui ont déménagé, etc. Donc ça, c'est la toile de fond. Alors le tourisme là-dedans, ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est que quand on enlève le tourisme, la ville s'arrête. Parce qu'effectivement, le tourisme, c'est le cœur du lien social de la société moderne. On n'est plus dans des sociétés où les gens habitent à un endroit tout le temps, puisqu'à Paris, par exemple, le nombre de nuitées où les Parisiens ne dorment pas dans la ville est le même que le nombre de nuitées des touristes dans la ville. C'est-à-dire que les touristes viennent beaucoup à Paris, évidemment, mais en réalité, vu que le nombre de nuitées où les Parisiens ne sont pas dans leur ville, parce qu'ils sont en vacances, ils sont en week-end, etc., en fait, le total est égal à 0. Pas en chiffre d'affaires. Les touristes dépensent plus que l'habitant parisien tous les jours. Mais en nombre de nuitées, c'est pour donner les masses, si vous voulez, qui sont absolument considérables. Bien. Donc, on est dans ce mouvement de fond, et je crois qu'il faut se poser des questions, d'abord, si vous voulez, en se disant, quel est notre objectif culturel et politique? Je crois qu'il faut dire qu'il faut continuer à développer le voyage, développer le tourisme, développer la découverte de l'autre. C'est ce qui peut nous permettre de faire une mondialisation pas trop guerrière, pour le dire comme ça. Je pense, si vous voulez, que le voyage, on ne va pas revenir à Montaigne, etc., c'est un élément central de phénomène de paix sociale et de paix politique. Je dirais aussi que l'absence de voyage pendant 2 ans, à mon avis, a accentué les conflits.
que ce soit dans les couples, avec 1 million de séparations, mais même les conflits militaires. Les sociétés se sont repliées sur elles-mêmes, les gens se sont repliés sur le local, et donc effectivement, ont monté, renforcé les nationalismes, etc. Donc il y a un rapport entre tous ces phénomènes. Ça, c'est la toile de fond. Donc notre objectif, il me semble qu'on doit la finir, c'est que le voyage doit se développer. Moi, je vous donnerai 2 objectifs chiffrés. Je dirais qu'il faut 80% des Français qui partent en vacances comme objectif de 2050, et il faut 2,5 milliards de touristes internationaux. C'est-à-dire, je poserai d'abord l'objectif en termes culturels, en termes sociaux, évidemment, avec les conséquences économiques qu'on peut voir. La question après, c'est ils vont où? Ils partent quand? Et comment on fait pour ne pas être en situation de surtourisme partout. Mais il ne faut pas mélanger des points de surtourisme, on va tous citer Barcelone, Venise, même avec les problèmes de la mauvaise régulation des Airbnb, qui est d'ailleurs plutôt le fait des mairies, parce que la loi est très claire. Et donc, si vous voulez des mairies, enfin des systèmes de surveillance, mais le Airbnb, c'est la location de son appartement quand on n'y est pas. La loi est très claire, sauf que ce n'est pas ça qui se passe toujours. Bien, passons. Mais donc, si vous voulez ce processus, et le Airbnb, je fais une parenthèse, ça a eu un rôle décisif dans l'état de diffusion du tourisme dans les zones rurales. Or, un de nos gros problèmes, c'est justement la diffusion du tourisme. Donc, le Airbnb, moi, je vois qui habite à la campagne, dans tous les villages, ça a complètement changé la sociologie des gens dans les bars, les restaurants, etc. Donc, il ne faut pas oublier, on voit que le Airbnb dans les zones de surtourisme, le Airbnb, c'est aussi le touriste qui ne va pas dans les hauts lieux qui se diffusent. Donc, c'est évidemment des cartes importantes. Donc, on est sur tous ces phénomènes. Si on est d'accord avec ces objectifs, après, on se pose effectivement la question de la régulation. La régulation, si vous voulez, moi j'ai travaillé avec les gens de Barcelone pour faire ce bouquin. Au début, ils ont été élus contre le tourisme, contre le surtourisme en réalité. Et puis ils se sont rendus compte de quoi? Ils se sont rendus compte, c'est parce qu'il n'y avait aucune politique. Tous les gens ne veulent pas aller au même endroit. Il y a des gens qui viennent en voyage d'affaires tous les ans. Ceux-là, ils ont une certaine idée de la ville. Il y a des gens qui sont dans les campings sur la Costa Brava. Ils veulent aller une journée sur les Ramblas. Ce qu'ils veulent, c'est manger sur les Ramblas. Là, pouvoir dire j'ai été manger sur les Ramblas. Il y en a d'autres qui font des visites touristiques, etc. Donc, comment on diffuse ces flux? Comment on fait pour qu'ils ne soient pas au même endroit? Comment on régule? C'est-à-dire, comment on met de l'intelligence dans le tourisme? Vous savez, le premier problème du tourisme, c'est qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de RDE dans les entreprises. Donc, on déplace. Quand le gouvernement français a annoncé 100 millions de touristes en France, mais où, qui, quand? On s'en fout. C'est une quantité, c'est un chiffre d'affaires. On ne peut pas déplacer 100 millions de personnes sans avoir une vraie stratégie. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne crée pas une haute école des voyages, où on se mettra enfin à réfléchir à ces questions. J'ai représenté la France à Bruxelles à un moment auprès du commissaire sur les questions du tourisme. Autour de moi, il y avait tous les pays d'Europe, ce n'étaient que des techniciens. Les uns avaient expliqué comment ranger une table, les autres comment nettoyer un restaurant, etc. C'était purement des techniciens. On est en France les seuls à avoir une petite prémisse de réflexion sur ces sujets. On ne pourra pas déplacer 2,5 milliards de gens sans réfléchir. Et les lieux de surtension sont souvent des lieux de non-observation et de non-intelligence des processus. Donc ça, je crois que c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que si on veut diffuser les touristes dans le temps, qui est une question essentielle, moi je plaide pour ce que j'appellerais la semaine italienne, qu'on donne à toutes les familles françaises le droit de partir une semaine avec leurs enfants quand ils veulent. Vous savez, quand un enfant a la grippe, il ne vient pas pendant une semaine, ça n'effondre pas sa vie. Si effectivement vous autorisez toutes les familles à partir une semaine à contre-saison, c'est-à-dire quand les prix sont beaucoup plus bas, et effectivement, quand, mettons, il y a un des deux parents qui a un voyage d'affaires ou qui a, je sais pas, et que du coup, ça s'intègre avec des déplacements familiaux, ce que font les Italiens. Vous cassez, par exemple, l'obligation de faire des vacances étalées en février. Les gens qui veulent aller au ski, les 7% de Français qui font du ski, ils prendront leur semaine à ce moment-là. On n'est pas obligé d'emmerder tous les Français. Je vous rappelle que la plupart des familles françaises vivent sur plusieurs départements, souvent plusieurs régions. Donc, quand on étale les vacances de février, ça veut dire qu'on ne peut pas réunir les cousins. Ça veut dire ça tout simplement. Je vous rappelle que 50% des Français seulement vivent dans leur département de naissance, 50%. Donc la vraie société française, c'est une société de flux où il y a une partie de stock, mais qui est minoritaire. Et donc ce qui a été bon, j'ai fait partie de la commission qui régulait les temps de vacances. Donc c'est des sujets que j'avais vus quand je travaillais avec Edmond-Mer. Si vous voulez, je pense que ça, il vaut mieux aujourd'hui donner une semaine de libre choix et du coup regrouper les vacances familiales de Pâques, etc., qu'à nouveau les familles se réunissent, qu'à nouveau les grands-parents puissent accueillir leurs petits-enfants et qu'on arrête ce découpage pour 7% de Français qui font du ski, qui en plus est quand même un peu injurieux pour les 93% qui ne peuvent pas se le payer. Donc, vous voyez, ces choses-là, elles doivent bouger. Donc il y a cette question, faire de la formation, créer cette semaine de liberté du temps. Je pense que ça serait une mesure très populaire et en plus, effectivement, très favorable, par exemple, au ski. On pourrait aller au ski en dehors des vacances scolaires. Vous savez, le problème du ski, c'est qu'il faut y aller quand il y a de la neige. Et la neige n'est pas toujours au même moment. Bien.
Vous avez ça. Donc ça, c'est la première question, c'est la diffusion dans le temps, si vous voulez. Après, vous avez un problème de diffusion dans l'espace. Il y a à peu près 15% de la planète qui est touristique. Donc, on a énormément d'endroits qui ne sont pas touristiques. Prenez Paris. Notre-Dame de Paris est très touristique, mais la basilique de Seine-Saint-Denis, il n'y a personne. Donc, si vous voulez, la grosse question qu'on a, c'est si on comprend le voyage. Prenez le touriste international qui vient en France. Mettons les 100 millions qui sont notre objectif, même si on n'y est pas encore. En fait, ils viennent la première fois, ils visitent les lieux qu'ils connaissent avant de venir. En gros, Paris, la Savoie et la Côte d'Azur. C'est les 3 lieux de leur imaginaire mondial de la France. Bien. La question qu'on a, c'est comment on fait pour que le 2e ou le 3e voyage ne soit pas à cet endroit-là. Donc, quand ils voyagent dans ces 3 territoires-là, on va les informer sur la beauté de la Bretagne, sur le charme de Bordeaux, sur les Pyrénées, etc. C'est-à-dire comment on construit le 2e voyage pendant le 1er, et ainsi de suite. C'est-à-dire comment on considère le touriste comme un être intelligent à qui on donne de la matière pour le diffuser dans l'espace. Pour le touriste international, c'est assez facile, mais on ne le fait pas. Pour le touriste français, il est clair que la plupart des gens vont toujours au même endroit. Il est clair que, vous savez que 50% des Français ne se baignent que sur une seule plage toute leur vie. Donc la réalité, c'est que ce n'est pas une foule qui part dans tous les coins. Un Marseillais va quasiment jamais en Bretagne. Un Bordelais va quasiment jamais sur la Côte d'Azur. Vous prenez Toulouse. Toulouse, c'est intéressant. Les bourgeois, si je peux me permettre de les appeler ainsi, vont tous sur la côte atlantique et les populaires vont tous sur la Méditerranée. Je vous rappelle que Jaurès, si vous vous rappelez, allait toujours sur la Méditerranée parce qu'il voulait faire populaire, mais que les élites de Toulouse vont beaucoup plus en Arcachon. Donc, si vous voulez, le territoire du tourisme est très structuré. Sauf qu'on ne prend pas la peine de l'observer, mais il est extrêmement structuré. Je vous rappelle, par exemple, que les gens de Metz et de Nancy ne vont pas en vacances au même endroit. Parce qu'au moment où le tourisme est devenu à la mode, Metz n'était pas français. Donc, du coup, ils ne sont pas partis en vacances. Donc, les règles, aujourd'hui, vont plutôt dans le Languedoc. Les gens de Nancy vont effectivement davantage sur la Côte d'Azur. Donc, on a tous ces flux très intelligents, très construits, qu'on ne va pas changer, et qui sont des flux on peut les faire un peu bouger, mais ceux-là vont notamment être bouleversés par le télétravail. Parce que justement, ce sont les mêmes. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est d'une part que beaucoup de gens, il y a 3 modèles en ce moment. Il y a à peu près 2 millions de gens qui ont déménagé. On ne sait pas très bien, on verra à la fin, je suis prudent dans les chiffres. Il y a surtout beaucoup de résidents secondaires qui restent 4 jours dans la résidence secondaire. Ils partent le jeudi, rentrent le mardi. Donc, ils font ce temps double, découplé. Et puis, il y a beaucoup de gens de 50 ans qui achètent massivement des maisons dans les grandes régions touristiques parce qu'ils anticipent leur retraite de 10 ans en se disant, bon, vu la pandémie, écoute, on va acheter la maison maintenant qu'on avait l'intention d'acheter, et puis bon, on va faire les trajets pendant quelques années, on va faire du télétravail, on va garder qu'un boulot sur 2, etc. Vous prenez moi qui habite dans le Luberon depuis que je suis petit, tout est vendu hors de prix dans la journée. Tout. Et toujours le même modèle. Un Parisien qui arrive et qui dit, j'ai 1 million, qu'est-ce que vous avez ? Nous, on était habitués à parler à 400 ou 500 000 euros. Donc, effectivement, les maisons sont vendues sur Internet. Vous mettez votre maison en photo sur Internet. Dans la journée, les gens téléphonent. Vous avez demandé 500 000, je vous propose 700. Vous me donnez à 700 et ils montent les prix. Alors que traditionnellement, en France, on a plutôt tendance à baisser les prix. Ça, ce sont des gens d'une 50aine d'années qui anticipent leur retraite dans un nouveau rapport à l'espace. Donc, on a tout ça qui joue, si vous voulez. Donc, le tourisme de proximité a profité de la pandémie. Les gens sont plus allés dans leur territoire de proximité. Il y a un petit marché, je pense là, que les professionnels pourraient saisir. C'est l'essentiel des touristes. L'essentiel des résidences secondaires sont à moins de 2 heures de la résidence principale. Le modèle de la résidence secondaire, c'est pas Saint-Tropez. Il y en a, évidemment, mais je veux dire, la grande quantité, regardez les Parisiens, ils en ont beaucoup en Bourgogne, Vallée de la Loire, Normandie, évidemment, etc. L'intérêt de la résidence secondaire, c'est de pouvoir y aller assez souvent. Bon, donc, vous avez au fond, ce nuage autour de chacune des villes. Donc, vous êtes sur tout ça. Après, si vous voulez, ce qui est clair, c'est qu'il y a une montée de la demande de nature dans nos sociétés. Les gens veulent voir du vert, je dirais, on pourrait être schématique. Ils veulent entendre les oiseaux. Ce qui, d'un côté, peut se faire dans la ville. Si nos villes deviennent des immenses forêts urbaines, le rapport des gens à la ville va changer. Alors, est-ce qu'on va mettre les millions d'arbres qu'on a promis aux dernières élections municipales ? Tous les élus avaient promis des forêts absolument grandioses. Pour l'instant, on ne voit pas la plantation commencer. Il est clair que la ville de demain sera une forêt. Parce que c'est je vous rappelle qu'un arbre, c'est 4 climatiseurs d'équivalent fraîcheur. Donc, si vous voulez, il est clair que vous mettez 1 million d'arbres, vous avez un effet d'économie d'énergie considérable et vous baissez la température de la ville. On va vers ça. Plus la ville va être verte, plus la ville aura des rues sans voiture, etc., plus effectivement les gens vont moins sortir. Donc toutes les choses sont inséparables les unes des autres. C'est pour ça qu'il faut regarder les choses en disant, il n'y a pas le tourisme, il y a la transhumance d'été, c'est-à-dire un trajet rituel qui dure en moyenne 15 jours
Alors, les milieux populaires régulent la durée en fonction de l'année financière, on va dire. Des fois, ils font qu'une semaine s'ils n'ont pas de sous. Des fois, ils font 15 jours entiers, des fois 10 jours. Les populations plus aisées, c'est-à-dire en gros les 30% de Français, qui ont généralement aussi des résidences secondaires, eux, ils vont partir plusieurs fois. Ils ne font pas forcément des séjours plus longs. Alors, je vous rappelle que quand on a créé le Club Med, le séjour minimum était de 2 mois. Parce que le but était de construire des amitiés et des liens sociaux. Aujourd'hui, le Club Med, j'ai été conseiller du président, on accepte des gens 3 jours, avec l'impact écologique, parce qu'on va à Djerba en avion pour le week-end. Donc, ça a évidemment tous ces effets-là. C'est-à-dire que l'objectif a complètement changé. Bien. Donc, il y a tout ça qui est dans ce rapport à la nature, qui effectivement, le fait qu'il faut le tourisme de proximité, les gîtes ruraux qui marchent le mieux en France sont par exemple ceux de Dourdan, ceux d'Île-de-France. Les gîtes ruraux qui marchent le mieux sont ceux qui sont, on peut y aller, j'allais dire, en RER, ou faut pas croire que c'est l'Aubrac qui marche le mieux, même si l'Aubrac est la zone de France où il y a le moins de chômage, mais il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Bon, on est sur tous ces bouleversements-là, si vous voulez. Et la dernière chose que je vous dirais comme ça en introduction, vous prenez par exemple l'exemple du Louvre où il faut réserver, ou de la Tour Eiffel par numérique, prenez l'exemple de la calanque de Sormiou. Non, c'est pas Sormiou, c'est Sugiton, où effectivement il faut s'inscrire, ça marche très bien. On est passé de 2000 entrées à Sugiton à 400 par la régulation, et les gens sont contents. Ils sont contents pourquoi? Parce que quand ils arrivent à y aller, c'est sympa. 400 à Sugiton, c'est bien. 2000, non seulement ça détruit l'écosystème, etc., mais en termes humains, ça n'a aucun intérêt. On ne peut pas s'asseoir. Enfin, c'est plus du tout intéressant. Donc là, il y a des mesures. Il faut dire quoi? Il faut construire la France numérique du tourisme. Il faut que si je veux aller, mettons, je ne sais pas, dans n'importe quel endroit, même dans l'Aubrac, au mois d'août, je vais taper, puis je vais dire, voilà, je voudrais aller sur l'Aubrac du 1er au 10 août. On va vous dire, ah monsieur, à ce moment-là, excusez-nous, les hôtels seront complets, les restaurants sont pleins. On vous conseille soit de venir du 10 la semaine d'après, soit on a une autre proposition, à vous faire un autre endroit, où il y aura beaucoup moins de monde, c'est aussi beau, vous ne connaissez pas, on vous offre cette destination. Donc, il faut construire la France numérique. Et si vous voulez, je crois que c'est absolument essentiel pour diffuser les populations, mais aussi parce que les gens ne sont pas forcément contents quand ils arrivent et que c'est bourré, qu'il n'y a pas moyen d'avoir de place au restaurant, etc. Je veux dire, ce n'est pas non plus agréable comme type de... Alors, il y a des gens qui aiment bien, là, je ne mélange pas les plages. Les plages, je pense que les gens aiment bien être nombreux. Faut pas, le discours de la plage en solitaire, c'est pas, à mon avis, ce n'est pas une vérité sociale. Encore qu'on a 4 millions de piscines. Donc, il y a aussi, effectivement, 4 millions de piscines. Dites-vous que chaque piscine doit bien au moins baigner 10 personnes dans l'année. Et 4 millions de piscines, ça veut dire la majorité des Français se baignent chaque année dans une piscine, en réalité. D'un copain, d'un ami, d'anniversaire des enfants, etc. Il faut bien avoir une piscine. On n'a pas chacun sa piscine. Une piscine, c'est un objet familial et qui sert notamment à intégrer les bandes de copains. Donc, ça a évidemment cette fonction sociale extrêmement importante. Donc, voilà, si vous voulez, c'est tous ces éléments qui sont. Mais ce que je vous dis là en même temps, et je m'arrête là-dessus, c'est ce que je vous ai dit au début, on ne pourra pas continuer à développer le tourisme et en faire une des principales ressources de l'économie française. On est bientôt au niveau du poids économique de l'industrie. Alors, c'est dramatique pour l'industrie, mais je veux dire que on en est à peu près là. J'espère que l'industrie arrivera à remonter, mais ce n'est pas le cas. Et si on ne veut pas mettre de l'intelligence, si on ne veut pas observer, si on ne veut pas construire cette France numérique qui fait que quand je veux aller à tel endroit, on va tout de suite me donner des conseils ou pas, etc., éventuellement me conseiller d'aller ailleurs, ou me dire, écoutez, voilà, cette semaine-là, non, vous ne pouvez pas aller à la calanque de Sugiton. Mais par contre, à partir du 15 août, je peux vous réserver une place. Prenez le Louvre. Est-ce que c'est très grave si quand vous voulez aller au Louvre, on vous dit, écoutez, monsieur, en 22, il n'y a plus de place. Mais on peut vous trouver une très bonne place en 23. Vous allez y aller combien fois dans votre vie au Louvre? Si vous y allez l'année prochaine, le monde ne vous tombe pas sur la tête. Bon. Et il y a beaucoup de choses qui sont de cette nature-là. On peut diffuser dans le temps. Après, il y a une autre chose qu'il faut dire. Le Louvre, ça fait 20 ans que je râle. Pourquoi le Louvre n'est pas ouvert 7 jours sur 7? Et pourquoi il n'y a pas des nuits? Je veux dire que l'idée que des milliards d'argent investis dans l'art sont bloqués par des structures salariales et syndicales. Pourquoi Euro Disney est ouvert tous les jours et pas le Louvre? Vous ouvrez le Louvre, vous l'ouvrez jusqu'à minuit, vous faites des nuits entières, mais je veux dire, vous avez un fait de diffusion et d'entraînement, d'emploi touristique absolument important. Donc, si vous voulez, il faudrait aussi qu'on considère le patrimoine culturel de la France comme une valeur. Et donc, la question de son usage est plus large, est un enjeu absolument majeur. Donc, si vous voulez, le Louvre est un excellent exemple. Et moi, alors chaque fois qu'il y a un nouveau ministre du Tourisme, je lui dis, est-ce que vous êtes capable d'ouvrir le Louvre tous les jours? Ils me disent tous oui, aucun n'y est arrivé, parce qu'il y a des blocages énormes. Alors, au Louvre, ah non, c'est pas possible, etc. Et Euro Disney, ils y arrivent très bien. Donc, si vous voulez, pourquoi le privé sait gérer
quelque chose en continu que le public ne saurait pas faire, alors que l'investissement est tellement énorme en œuvres d'art. Vous voyez, je suis purement en business là. Voilà, il y a un peu tout ça. Donc, ma conclusion, c'est, si on ne réfléchit pas plus, c'est un secteur qui ne va créer que des surtensions et des conflits. On est dans la situation où on lâche en France 100 millions de touristes étrangers et 180 millions de Français en France qui circulent, un peu comme si on allait sur les autoroutes sans qu'il y ait de code de la route ni de vitesse régulée. On lâche tout ça et puis on dit, allez-y les gars, rapportez-nous du pognon. Mais non, on ne peut pas déplacer les gens comme ça. Et je pense, si vous voulez, qu'on est là sur des problèmes d'organisation. C'est pour ça que j'ai dit au début, 80% des départs en Français, des Français en vacances et 2,5 milliards de touristes. Si on est sur l'objectif, après, comment on gère les flux et comment on les régule? C'est ça la question qui nous est posée, et dans des conditions agréables pour le touriste. Parce que quand vous avez fait des heures de queue sur l'autoroute et tout, je veux dire, vous voyez, et puis les stations, il va falloir lutter d'un point de vue écologique. Quand est-ce que les grandes stations, vous aurez des parkings à l'extérieur? Parce que les gens circulent avec leur voiture, c'est plus commode. Mais est-ce que je peux la laisser à l'extérieur de la ville? Est-ce qu'on me file des vélos électriques? Est-ce qu'il y a un système de transport de mes bagages jusqu'à l'hôtel? Est-ce que tout ça est complètement pensé? La logistique, on est mauvais. On n'a pas de ministère de la logistique, c'est vrai dans tous les secteurs, c'est 10% de l'emploi. Mais en France, on est encore sur les découpages ministériels de l'après-guerre. Il y a plein de pays qui ont des ministres de la logistique. Or, le tourisme, c'est d'abord un problème de logistique, si on veut lutter d'un point de vue écologique, l'essentiel de la pollution du tourisme, c'est le déplacement. Donc, si vous voulez, du coup, effectivement, là, on est face à une question tout à fait essentielle. Mais qu'est-ce qu'on a comme politique là-dessus? Les gens n'iront pas avec 3 enfants, des bagages, en train, en vacances. Je crois que ça ne sera jamais majoritaire. Parce que c'est compliqué, parce que la voiture, c'est génial, on met les enfants, les ballons, le chien, etc. Bon, mais après, on n'est pas obligé de s'en servir à l'autre bout. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que nos stations soient systématiquement équipées en électrique, pour qu'il y ait systématiquement des systèmes de transport des bagages, pour qu'il y ait des parkings surveillés? Parce que les touristes, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que la voiture ne soit pas surveillée. Combien de villes françaises ont des parkings surveillés pour les touristes? Moi, j'ai été élu à Marseille, je ne suis même pas arrivé à le faire. Alors que quand quelqu'un arrive avec des bagages pour visiter une ville, son premier problème, c'est la sécurité de ses bagages. Question quand même très légitime. Combien il y a de parkings surveillés dans les villes françaises? Quasiment jamais. Donc, vous voyez, sur tous ces problèmes, et je ne parle même pas de l'arrivée à Roissy. C'est une catastrophe parce que les plans de travail des douaniers et les plans de travail, effectivement, des compagnies aériennes ne sont pas gérés de la même manière. Chacun a son projet. Alors, des fois, on attend 2 heures, des fois, on n'attend pas. Des fois, à la peine éloignée, il n'y a pas de touristes. Je veux dire, on est quand même dans un mode de sous-organisation qui nous coûte extrêmement cher et, à mon avis, qui gâche beaucoup la vie des gens. Donc, si on veut progresser, il faudrait mettre tout ça sur la table. Merci. Écoutez, merci. Ce sont des propos très, très intéressants qui nous interpellent. Notamment, l'organisation du tourisme est en France très territorialisée, hein, puisqu'on a des comités régionaux de tourisme, comités départementaux. Chaque commune veut faire son office de tourisme. C'est difficile pour une commune d'organiser, justement, faire la promotion de son territoire et puis dire aux gens, ne venez pas en même temps et allez voir dans le territoire d'à côté, c'est aussi beau que chez nous. Donc ça veut dire que, est-ce qu'il faut dans votre théorie, un découpage administratif, enfin pas administratif, mais un découpage de la politique touristique différent par rapport à celui que l'on connaît? Le problème, c'est que les élus locaux, vous savez, comme moi, il y a 20 ans, l'élu au tourisme, c'était en général un monsieur qui présentait bien, un peu âgé, qui aimait bien les cocktails, etc. En gros, ça, c'était l'élu au tourisme. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était un vrai secteur économique et que ça avait un enjeu réel. Le problème, si vous voulez, c'est qu'au fond, c'est un secteur de valorisation des élus, de l'image de l'élu, parce qu'il est dans les médias, etc. Logiquement, le tourisme doit travailler par destination touristique. Les touristes, ils vont en Provence. Est-ce qu'ils savent que Arles, Aix-en-Provence et Marseille, en fait, c'est des secteurs différents. Or, le type qui va à Arles, il est juste à côté d'Aix-en-Provence. Mais quand est-ce qu'on va lui vendre tout ça en même temps, si vous voulez? Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est que, historiquement, il y a tous ces découpages administratifs, mais qui ne correspondent pas à la France du tourisme. La France du tourisme est structurée par des destinations. Vous avez la Côte d'Azur, vous avez la Provence, etc. Et donc, ça dépend à quel marché on parle. Si on parle au marché local, ce qui se passe, c'est plutôt bien. D'ailleurs, les offices du tourisme s'occupent aussi souvent de faire partir les locaux. Ils n'ont pas seulement une fonction d'accueil. Donc, ils ont les 2 fonctions. Ça dépend quel marché. Le marché international, je vous ai dit, ils travaillent en gros sur 3 items, hein, Paris, la Savoie et la Côte d'Azur. Donc, eux, ils ont besoin de trouver
des objets à la taille, je dirais, de leur vision du monde. Ils ont besoin de trouver un office Savoie, parce que Savoie, ils savent ce que c'est. Pareil, Côte d'Azur, si vous leur dites que Alpes-Maritimes, pour eux, c'est du chinois. Si vous leur dites Var, c'est du chinois. D'ailleurs, les Côte d'Azur, bon, mort sur une partie, on va dire, on va mettre jusqu'à Saint-Tropez au moins. Donc, vous voyez, on n'est pas dans les mêmes espaces. Donc, fondamentalement, pour un type qui travaille sur le tourisme, il a envie qu'on dessine la France touristique, c'est-à-dire la France des imaginaires touristiques, pour aller chercher, s'adresser aux gens. Voilà. Mais après, je sais tous les enjeux qu'il y a. Je pense qu'il y a trop de découpages locaux. Je comprends que les communes aient des offices. Je pense que peut-être que les départements pourraient arrêter de s'occuper de ça. Ça ne serait pas dramatique parce qu'on ne va pas dans un département. On ne va pas en Bretagne. On va en Bretagne. On ne sait pas si c'est la limite entre le Morbihan et le Finistère. Moi, j'ai une maison en Bretagne, je suis dans le Finistère, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, je crois que là-dessus, on pourrait effectivement réfléchir. Bien, merci pour vos propos effectivement liminaires. Vous pointez dans votre ouvrage, et vous venez de le redire ce matin, l'importance sociale du tourisme et l'altruisme qu'il permet de développer, et donc la nécessité qu'il y ait des politiques publiques, et je crois que vous l'avez démontré sur la fin, y compris de les transformer, de certainement les réinventer pour mieux répondre d'abord à la demande du touriste, mais aussi aux retombées sur un territoire donné, quelle qu'en soit d'ailleurs sa taille ou son découpage, pour avoir aussi ces retombées économiques qu'apporte le tourisme dans notre pays. Je crois que vous disiez un peu plus de 10% du PIB de la France pour le tourisme, et pour autant une absence totale de politique, même de ministère de plein exercice en la matière. Je voulais revenir sur, y compris le dernier exemple que vous venez, auquel vous faites référence, qui est un peu cet imaginaire touristique que peuvent avoir, alors bien évidemment, des populations étrangères, que l'on peut avoir nous-mêmes en bon français. Alors, il faut à la fois la satisfaire. Comment est-ce que, du coup, on ne tombe pas dans un seul modèle qui empêcherait justement à découvrir d'autres choses que simplement cet imaginaire dans lequel nous pourrions être conditionnés. Alors, vous l'avez dit, avec des grands flux historiques selon son milieu social ou son lieu d'habitation. Comment est-ce que les politiques publiques, sans casser cet imaginaire qui demeure un attrait, peuvent contribuer en tout cas à faire découvrir d'autres lieux, et comment vous voyez, alors vous l'avez dit à travers l'exemple vous le prenez à travers l'exemple de la ville de Barcelone, mais de quel type de politique publique peut-être plus locale il y aurait besoin, puisque finalement sur 100 touristes, chacun a des attentes, des consommations, des divertissements, des occupations différentes sur un même temps donné. Donc là peut-être plus quel rôle pourraient avoir bien évidemment les élus et les acteurs économiques pour satisfaire ces différents besoins, et ainsi dans une même destination en tout cas diversifier l'offre et les personnes accueillies. Alors, la première chose, c'est qu'il faut bien se dire qu'on n'organise pas le tourisme pour nous. Chacun d'entre nous a des idées très précises. Moi, vous voyez, j'adore aller sur l'Aubrac, mais je sais très bien que ce n'est pas là où veulent aller la plus majorité des Français. Donc, il faut faire très attention. Il faut partir du désir des touristes et pas de la représentation qu'on peut avoir en tant qu'élu, tout ça. Moi, j'ai été vice-président de Marseille-Provence Métropole, donc je vois bien comment ça fonctionne à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est qu'il faut différencier le voyage de ce que j'appelle la transhumance. Je veux dire que le voyage, où vous voulez découvrir une ville, vous voulez aller, je sais pas, à New York, à Istanbul, à Marseille. Le voyage, d'ailleurs, vous le faites généralement, j'allais dire, avant les enfants et après les enfants. Donc, c'est deux périodes de la vie différentes. Du coup, ce n'est pas les mêmes clientèles, ce n'est pas le même âge. Vous voyez, par exemple, si vous prenez les camping-cars, les cars de jeunes qui dorment dedans, maintenant, ils n'ont pas des camping-cars, ils ont des camions aménagés, c'est plutôt avant les enfants, etc. Donc, il y a ce clivage de l'âge qui est élément important. Et dans le clivage, au milieu, il y a les familles. La grande question des familles, c'est la sécurité des enfants. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Ce qui fait le succès de VVF, ce qui fait le succès du Club Med, de Center Park, même si ce n'est jamais dit clairement, c'est la sécurité, puisque c'est clos.
Et que donc, en gros, vous rentrez là, vous arrivez avec votre enfant et vous êtes sûr de repartir avec, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Donc, si vous voulez, et vous n'avez pas besoin de le surveiller tout le temps. Un des grands succès des parcs, c'est la sécurité. Et c'est pour ça, quand il y a eu un accident au Club Med, dramatique, un enfant a été noyé dans une piscine, pour eux, c'était terrible, parce que, au fond, ce qui garantissait, c'était une sécurité à 100%. Bon. Et c'est normal, c'est tout à fait légitime. Donc, si vous voulez, et du coup, c'est ce qui explique aussi que ces équipements soient clos, et que donc, ils ne soient pas ouverts sur l'extérieur, ce qui vaut aussi pour, par exemple, les clubs méditerranéens qu'on avait au Maghreb, au Maroc, etc., qui n'étaient pas ouverts sur la société extérieure. Donc, vous voyez, il y a ça qu'il faut mettre en ordre. Bon, il y a tout ça. Je rajouterai une chose que je n'ai pas dite, c'est comment on arrive à 80% de touristes. Qui ne part pas en vacances, si vous voulez? C'est une question importante, parce que dans qui ne part pas en vacances, il y a évidemment une partie du milieu ouvrier, mais une milieu ouvrier pas de Paris. On part beaucoup plus dans les grandes villes que dans les petites. Il y a un groupe social qui est très défavorisé, ce sont les femmes seules, notamment avec enfants. Vous savez qu'il y en a à peu près 1,7 million avec à peu près 2 millions d'enfants. Donc, c'est un groupe social très important parce que, on va dire les choses simplement. Moi, quand j'ai conseillé de mon maire quand il a pris VVF, et puis après, j'ai conseillé le Club Med. On ne prenait pas les femmes seules. Ne prenez pas. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, je mets des guillemets par courtoisie, évidemment, ça fout le bordel. Ce n'est pas les femmes seules qui mettent le bordel. C'est que tous les hommes se disent pourquoi elle est là, celle-là, toute seule. Et donc, il y a une pression masculine sur ces femmes qui fait qu'on ne les prenait pas parce que ça mettait du désordre. Je vous parle des années 80, il n'y a pas le Moyen-Âge. Alors, depuis, on a un peu changé les règles. Au Club Méditerranée, il y avait une surtaxe. Ils payaient plus cher sur le thème de oui, non, mais elle occupe un lit de 2 places et elle est toute seule. Donc, ça coûte plus cher. Donc, je veux dire, en fond, c'est un problème parce que c'est une population importante. C'est le groupe social qui part le moins en vacances. Et souvent, un peu indépendamment de son niveau de revenu. Alors après, les vacances sont des vacances de bande, de famille. Donc très souvent, vous voyez des femmes seules qui partent avec des frères, des cousins, des amis. Donc elles sont prises dans un groupe. Et pour aller dans les petits détails, vous voyez, on a modifié, par exemple, au Club Med, les systèmes de réservation. Vous pouvez demander 3 chambres à côté. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, on a compris que les gens se déplacent en tribus. Et donc, il faut les héberger en tribu. Bon, je ferme ma parenthèse sur ces questions, mais si vous voulez, c'est des questions importantes. Après, le problème, c'est que le territoire à la mode change. Prenez Marseille, grande destination touristique actuelle. Moi, j'ai été vice-président de la communauté urbaine, je vous assure qu'on ramait. À l'époque, on développait les croisières difficilement, mais on n'a pas pensé à équiper le port en prise électrique. Donc, du coup, quand les croisières ont commencé à démarrer, elles ont pollué effectivement tout le centre-ville, parce que ces gros bateaux, alors soi-disant, ils n'ont pas le même produit pour brûler mazout là qu'en haute mer, qui déjà est dégueulasse. Donc, si vous voulez, regardez à Marseille en ce moment les conflits, la mairie voudrait qu'il n'y ait plus de croisières, alors que c'est quand même 2 millions de passagers. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas équipé le port. Et donc, quand les bateaux sont taqués, ils n'ont pas de prise électrique pour charger. Alors, on est en train de le faire, mais si vous voulez, on s'est battu pour faire les croisières, mais on n'a pas prévu qu'au fur et à mesure, il fallait les équipements pour que la population locale n'ait pas l'impression qu'on en puantissait de façon épouvantable. Vous voyez, tous ces processus. Et Marseille, donc, est à la mode. Or, pendant longtemps, quand on vendait la Provence, on ne mettait pas Marseille, parce que personne ne voulait aller à Marseille. Et donc, ce qu'on vendait, c'était Aix et Arles. Et on vendait alors cette Provence-là, etc. On prenait un petit bout de Pagnol, mais c'était plutôt quand on allait de l'autre côté vers Aubagne. Donc, on découpait le territoire, parce qu'on savait que si on disait Marseille, les gens ne venaient plus, tellement ils avaient peur. Les images qu'on a de Marseille, c'est les bandits, c'est tout ça et tout. Bon, la drogue, etc., qui d'ailleurs existe, et les malheureux jeunes qui s'entretuent pour des problèmes de drogue. Mais ce que je veux dire, c'est que actuellement, la ville est très attractive. Pourquoi elle est très attractive? Je vais vous dire très clairement, je mets des guillemets à mes mots, parce que c'est le bordel. Voilà, c'est-à-dire que ce que les gens cherchent à Marseille, c'est une société un peu moins léchée, un peu moins organisée, un peu plus souple, on peut se garer sur les trottoirs, etc. C'est-à-dire qu'il y a cette attraction pour une ville de métissage, etc., de mouvement dans un pays qui est en train de se normaliser sur tous les comportements, les machins, la longueur des pantalons, etc. Donc, au fond, c'est quasiment le côté, je dirais, ce qui faisait le rejet de Marseille fait son attractivité. Et donc, en ce moment, la ville démarre à toute vitesse parce que c'est aussi des milliers de gens qui viennent habiter à Marseille de Paris pour créer des startups. Et donc, cette ville est en train de devenir un laboratoire des nouvelles technologies extraordinaires. Bon, je ferme ma parenthèse. Mais c'est pour dire que la carte n'est pas toujours la même et qu'il faut l'observer, cette carte. Regardez le tourisme sur la façade atlantique. Ils ont été très intelligents. Quand ils ont développé le tourisme dans les années 80-90, il y en avait beaucoup moins avant. Ils ont été piqués, les responsables du tourisme de Méditerranée, notamment la directrice du tourisme de Méditerranée, de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pourquoi? Parce qu'elle a amené le savoir-faire et ils ont tout développé sur la France authentique. Si on dit la France authentique pour l'Atlantique, c'est sous-entendu que la Méditerranée, c'est le bon cul de l'Europe. Donc, ces catégories, au fond, on casse le marché du voisin. On est en concurrence.
les uns avec les autres. Et il y a ce processus. Après, la Provence-Alpes-Côte d'Azur reste la principale destination. Mais ça s'est beaucoup développé. Regardez comment ils ont fait des choses intelligentes. Nantes, le voyage à Nantes me fascine. C'est une innovation magnifique où d'un coup on met l'art dans l'espace public et on fait visiter la ville à des gens à travers l'art. C'est pas du tout l'art qu'on enferme dans des musées, ce qui est un modèle 19e siècle. C'est l'espace public avec des œuvres d'art vivantes, des spectacles et tout, et on attire. Et Nantes est une ville qui s'est relookée grâce au tourisme. Le problème qui se pose, puisque le colloque qu'on a fait, qui a fait le livre, c'était à Nantes, ils se disent, mais est-ce qu'on va continuer à attirer du monde? Parce qu'ils arrivent à un moment où la question du surtourisme les touche. Je pense qu'ils ont encore de la marge. Mais enfin, c'est un vrai problème. Vous voyez, on est pris dans ces processus. Donc, c'est évolutif. Donc, Nantes s'est beaucoup développé. Marseille est extrêmement à la mode. Cannes est en train de contre-attaquer parce qu'il s'était rendu compte qu'il s'était un peu endormi. En plus, si vous voulez, vous avez derrière ça les flux de retraités, puisque aujourd'hui, prendre sa retraite, c'est imaginaire des grandes vacances. Après-guerre, prendre sa retraite, vous savez qu'en 1945, l'espérance de vie d'un retraité était inférieure à 2 ou 3 ans. Donc, au fond, c'était plutôt je reste à côté de ma famille pour les derniers moments. Nous, une dame qui prend sa retraite à 29 ans de retraite devrait. Donc, forcément, ça devient un nouveau projet de vie. Et ce projet de vie, j'allais dire, à une époque, les gens aisaient aller à Cannes quand ils étaient vieux. Ben, aujourd'hui, ils vont plutôt à Montpellier parce qu'il y a un excellent hôpital, il y a une vie culturelle, il y a la mer, le tramway qui va à la mer, etc. Vous voyez, là aussi, il y a un déplacement des lieux attractifs qui se fait. Donc, pour répondre à votre question, d'abord, il faut observer en permanence ces évolutions. Et donc, être capable, je dirais, de déplacer les curseurs, soit en disant, par exemple, mais attendez, Marseille, en ce moment, ça marche trop bien. On ne met pas la lampe, parce que si on éclaire Marseille, ils vont être encore plus saturés. Donc, peut-être qu'il ne faut plus en parler. Ou c'est des choix, je veux dire, hein, c'est à discuter avec les élus locaux, etc., en termes économiques, avec la chambre de commerce, etc. Est-ce qu'on continue à pousser sur Marseille? Est-ce que la ville peut intégrer davantage de monde? Comment on gère cette question? Je prends cet exemple parce que je le connais bien, mais c'est la même question qui se pose à Nantes. Alors que vous avez effectivement d'autres territoires où il y a beaucoup plus de place. Je pense que le Massif central est un territoire en pleine croissance touristique, sur un tourisme effectivement un peu différent, avec, c'est pas les hôtels des années 50, c'est des loges, c'est des fermes refaites, c'est des cuisines locales, c'est tout ça, c'est même en termes de camping-car. La concentration des camping-cars le jour du départ de la transhumance du massif de l'Aubrac, c'est des centaines et des centaines de camping-cars qui viennent pour voir le départ de la transhumance. Donc, si vous voulez, vous avez toutes ces nouvelles. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que tout ça est vivant et qu'il y a, c'est vrai, le fond. La première règle, c'est on va toujours au même endroit. Et la deuxième règle, c'est il y a des choses qui changent, c'est celle-là qu'il faut observer, si je peux dire les choses comme ça. Et Jean-Claude Anglard. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme vous avez cité, Monsieur Viard, comme vous avez cité 5 fois ou 6 fois l'Aubrac, je suis le sénateur de l'Aubrac. Je me félicite. J'avais une question par rapport au tourisme durable. Dans votre ouvrage, vous dites par rapport à l'enjeu environnemental, il faut repenser les choses, vous l'avez un peu expliqué, et ma question porte en vertu de cette nouvelle conscience écologique, plus ou moins vertueuse dans les pratiques, ou de nouvelles envies d'espace, certains sites et certaines destinations connaissent un engouement des touristes. Alors je vous prends l'exemple de l'Aubrac, c'est l'exemple des chemins de Saint-Jacques, avec notamment la voie du Puy qui traverse le Nord Aveyron, du Puy l'Aubrac jusqu'à Conques, n'est-ce pas, et jusqu'en Espagne, qui connaît un succès extraordinaire, le GR65, plus de 30 000 marcheurs par an. Et durant les années Covid, le chemin a été pris d'assaut et les hébergeurs ont pu voir arriver des clientèles au profil nouveau, ignorant les règles des pratiques de grande randonnée, inexpérimentées et sans connaissance réelle des contraintes des espaces traversés. Or, le tourisme vert en espace rural n'est pas forcément durable si on n'adapte pas ces pratiques aux sites dans lesquels on se trouve. Donc, tout en étant dans une approche de développement raisonné, c'est ma question, dans ce contexte de nouvelles consciences écologiques qui attirent de nouvelles clientèles, comment accompagner les clientèles dans des pratiques durables et protéger les espaces de tourisme sensibles et naturels de la pression d'une surfréquentation inadaptée? Comment, donc, en l'occurrence, les chemins de Saint-Jacques, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, peuvent-ils réellement devenir un modèle de tourisme durable en accord avec la valeur universelle, exceptionnelle, intrinsèque au chemin? Voilà, c'était ma question. Oui, je connais bien, je vois bien quand on passe par Saint-Ursis, tout ça, je vois tout à fait bien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que sur l'Aubrac, on a vu les hôtels évoluer, même pendant la pandémie.
parce qu'on n'a pas parlé du personnel, du tourisme et des hôteliers et tout ça, mais ils sont en train de changer leurs pratiques. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'au fond, ils pouvaient vivre en ayant une vie normale, c'est-à-dire ne pas travailler tous les soirs, tous les week-ends, etc. Si vous connaissez chez Fred, à l'hôtel, effectivement, à côté de Saint-Ursis, vous avez effectivement des pratiques. Par exemple, eux, le soir, ils laissent les gens en libre service et les gens se font la cuisine dans l'hôtel et eux, du coup, ils ne sont plus là, etc. Donc, il y a des tas d'évolutions des pratiques pour respecter un peu la vie privée des salariés qui est complètement abîmée. Mais après, vous avez raison, c'est une vraie question. Alors, après, pendant la pandémie, on a eu affaire à des touristes qui sont venus là parce qu'ils ne pouvaient pas aller loin. Donc, ils avaient une logique de proximité. Ils n'avaient pas forcément un choix d'aller faire les chemins, si vous voulez. Donc là, on a eu des vagues de touristes, j'allais dire, un peu inadaptés au territoire parce qu'ils venaient simplement parce qu'ils voulaient rester à côté de chez eux. Et si jamais ils étaient malades, ils voulaient courir voir leur médecin habituel, ce qu'on comprend très bien. Donc, je dirais que c'est un cas un peu particulier. Mais je suis d'accord avec vous. Le problème de la surdensité, c'est chaque territoire a une capacité à absorber. La calanque de Sugiton, on avait décidé que c'était 400 personnes. C'est les spécialistes du parc national qui ont décidé ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les territoires, il n'y a pas d'homogénéité. Et ça, c'est vrai. Et après, si vous voulez, il y a des territoires comme ça. Je pense que le tourisme, alors, vous savez que l'Aubrac, c'est un des lieux où il y a le moins de chômage donc, de France. Il y a beaucoup de H, mais pas seulement. Donc après, comment on réfléchit ces questions? Comment on utilise les parcs comme outil de régulation? Parce qu'il y a quand même presque 30% du territoire français qui est en parc et en réserve. C'est l'essentiel des territoires. Là, il y a des outils sur lesquels on peut travailler. Il y a aussi le fait, si vous voulez, qu'on a trop pensé les parcs notamment comme des objets de protection. Alors, les parcs nationaux, ça ne se discute pas. Les parcs régionaux, c'est complexe. Si vous voulez. Moi, je les ai suivis depuis le départ, j'ai l'âge de dire ça. Notamment, j'ai suivi le parc du Luberon, puisque moi, j'étais enfant dans le Luberon, j'y habite toujours. J'ai vu la construction du parc successivement. Et au fond, paradoxalement, plus on a construit le parc, plus on a segmenté les publics. Parce que moi, quand j'étais enfant, on montait manger en haut de la montagne. Il y en a un qui montait avec la 2 chevaux et les courses, et les autres montaient à pied. Donc, on emmenait les vieux, parce qu'on les mettait dans la 2 chevaux. Maintenant, dans le Luberon, il n'y a plus que des marcheurs ou des chasseurs, d'un âge sans enfants plutôt, qui sont en âge de monter dans la montagne. Donc, en gros, je dirais qu'ils ont entre 16 et 50 ans. Donc, on a finalement segmenté parce qu'on n'a pas mis en place, par exemple, des parkings gardés. On n'a pas mis en place le fait qu'il y ait une navette électrique, ce qui existe dans certains endroits, pour monter les gens en haut de la montagne et qui marchent au sommet et pas qu'ils fassent la pente, etc. C'est-à-dire que si on veut enrichir en emploi et donc en satisfaction des habitants, il y a tout ce travail de détail qui doit être fait à chaque lieu. Pourquoi, dans le sommet des montagnes, comme ça, il n'y a pas des restaurants éphémères comme il y a sur les plages, pour qu'on puisse monter, déjeuner en du Ventoux, etc. Donc, vous voyez, il y a toute cette réflexion de la densification, de l'éphémère, d'utilisation des outils de régulation qui sont effectivement devant nous. Après, c'est compliqué parce que les populations locales sont très ambivalentes, si vous voulez. Parce qu'à la fois, c'est de l'activité économique. Il y en a qui vendent des cannes, l'autre des fromages, etc. Il y en a qui font de l'hébergement. Il y a toutes ces pratiques-là. Et en même temps, on a un sentiment d'envahissement. Alors, c'est compliqué parce qu'en plus, quand il arrive X touristes, il en reste toujours quelques-uns. C'est-à-dire qu'une partie des habitants sont des nouveaux habitants. Même, prenez dans le vignoble, en France, 45% des vignerons sont des nouveaux installés, ne sont pas des paysans de longue lignée. Donc, vous voyez, on est là sur ces processus qui deviennent très importants, notamment en Provence et dans le vignoble provençal. Donc, je dirais qu'il reste toujours quelque chose d'un flux touristique dans la population permanente, y compris des amours. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir à comment ça crée de l'emploi pour les gens. Quel type d'emploi? Est-ce qu'il est qualifiant? Donc, vous voyez, c'est tous ces sujets. Mais après, je comprends très bien qu'on puisse réguler. Je comprends très bien qu'on peut faire sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ce que je vous raconte sur Sugiton. C'est pour ça que je plaide pour une France numérique du tourisme. Peut-être qu'un jour, on s'inscrira sur Internet pour faire les chemins de Saint-Jacques. Et ça, c'est pas dramatique de devoir y aller l'année suivante ou de devoir décaler de 15 jours son déplacement. Donc, si vous voulez, je pense qu'on n'échappera pas à une gestion numérique du flux. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si on ne régule pas par le numérique, on régulera par le prix. C'est simple. Je veux dire qu'on a 2 modèles de régulation efficaces où vous faites exploser les prix. C'est ce que fait le Bhoutan. Le Bhoutan, je vous rappelle que chaque jour où vous dormez dans le pays, vous payez 190 € de taxes par nuitée. Donc forcément, ça limite la population. On peut aller vers des modèles comme ça. Ou on peut aller vers une régulation numérique des flux, mais en se posant aussi chaque fois la question comment on peut densifier l'activité, comment on peut densifier l'emploi, comment les gens du pays peuvent y gagner quelque chose. Parce que, regardez, sur l'Aubrac, il y a des épiceries qui ont ouvert avec la pandémie. Les gens qui sont allés s'installer là, c'est frappant.
Ça m'a frappé en face de l'église de Saint-Ursis. L'épicerie a été rouverte, effectivement, par une Parisienne qui est ravie parce que voilà, elle est contente, elle connaît tout le monde, alors qu'à Paris, elle devait avoir un boulot dans une administration, personne ne la connaissait. Donc, si vous voulez, il y a aussi tous ces processus. En ce moment, il y a des endroits où on refuse les arrivants. Regardez ce qui s'est passé à Saint-Malo, regardez ce qui s'est passé au Pays Basque. Donc, il faut qu'on fasse attention à une espèce de chauvinisme local qui rappelle du nationalisme qu'on connaît d'autre part. On ne va pas y revenir là, ce n'est pas le moment. Et donc, vous voyez, il y a tous ces processus-là qu'il faut maîtriser. Et effectivement, des fois en régulant le flux, des fois aussi en expliquant plus à la population locale, des fois en favorisant la création d'emplois par une observation fine des processus. Je pense qu'il y a un travail. Alors, il y a des endroits où c'est fait. Je veux dire, attendez, je ne dis pas qu'on ne fait rien, mais je pense simplement qu'on ne le fait pas de manière systématique. Merci. François Bonneau. Oui, François Bonneau, sénateur de la Charente. Bonjour monsieur. Je voulais vous poser une question par rapport au patrimoine bâti. La France dispose d'un patrimoine bâti remarquable et souffre, semble-t-il, d'un double handicap, c'est-à-dire que les visites types classiques ne fonctionnent plus. Et d'autre part, le réchauffement climatique fait que les touristes, notamment 4 mois par an, ne sont plus du tout attirés par ces sites compte tenu des conditions dans lesquelles ils le visitent. Alors, quelles sont, vos préconisations par rapport à un sujet qui est quand même assez important en France, puisqu'il est quand même, l'image de notre pays est quand même liée aussi à ce patrimoine bâti? Alors, 2 choses. D'abord, je pense qu'on est un des pays au monde où on a le plus réinvesti dans le patrimoine historique. Je dirais le dernier lavoir du dernier village a été restauré. Et là, on a fait un boulot depuis 50 ans considérable. La deuxième chose, c'est qu'on est sans doute un des rares pays au monde où il y a des touristes partout. Parce que si vous voulez, le tourisme s'est développé dans l'ensemble des pays, évidemment, après la grande période des flux industriels. Donc, dans l'originalité de la France, c'est qu'au moment de la révolution industrielle, les populations du Sud sont montées pour faire la France bureaucratique et industrielle qu'on a connue effectivement au début du XXe siècle. Et puis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ils sont redescendus sur la Côte d'Azur, dans les Cévennes, etc. C'est-à-dire qu'on est un des rares pays où ce qui avait été vidé a été réutilisé par le tourisme. Bon, vous prenez l'Angleterre, au nord de Londres, il n'y a pas de touristes. Vous prenez l'Italie, au sud de Rome, il n'y en a quasiment pas, etc. Donc, si vous voulez, la France a une immense chance là-dedans, c'est qu'elle a des pratiques sociales de tourisme partout, et d'ailleurs, la toile TGV l'illustre assez bien. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut dire, et qui est un immense atout pour le patrimoine. La deuxième chose, alors, monsieur le sénateur, je connais bien la Charente, j'y vais tous les ans, 3 jours, pour visiter les petites églises charentaises. Je ne m'en lasse jamais. Mais chaque fois, j'ai la même colère. Quand je vais dans les Pyrénées, de l'autre côté, chez les Espagnols, j'achète un ticket pour visiter toutes les églises du nord de l'Espagne. Et avec ce ticket, je visite celle que je veux. Mais dans chaque église, avec ça, ils payent quelqu'un qui peut m'expliquer l'église et qui fait la sécurité pour qu'on ne vole pas les affaires. Et donc, c'est accueillant, il y a quelqu'un, etc. J'ai payé pour visiter le nombre d'églises que je veux. C'est-à-dire qu'ils ont fait une économie de la gestion des églises. En Charente, elles sont ouvertes ou elles sont fermées. Ça dépend un peu de l'humeur des gens et du fait qu'on leur a ou pas volé quelque chose, mais il n'y a pas de tourisme. Or, il est clair que les églises de Charente sont une des merveilles du patrimoine français, mais en tant que groupe, pas celle-là plutôt que celle-là. Bon, et que je me dis, quand est-ce qu'on va faire de ça une destination où effectivement, il y aura des gens qui viendront parce que c'est parmi un territoire, une densité de petites églises de villages très simples, absolument magnifiques. Donc, vous voyez, pour moi, la destination, elle n'est pas construite. Il y a un patrimoine, mais il n'y a pas de projet. Donc, effectivement, ça ne marche pas. Bon. Donc, je prends cet exemple. Je n'ai pas forcément votre zone électorale, donc je ne veux pas du tout être agressif. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on se pose ces questions, c'est au fond parce qu'on n'a pas de projet. Le tourisme, c'est un projet. C'est un projet pour le territoire. C'est un projet. Vous savez, la mise en tourisme d'un territoire, moi je dis souvent, c'est sa mise en désir. Depuis la guerre, les territoires qui font rêver sont ceux où il y a du tourisme. Parce que c'est le tourisme qui communique, parce que c'est lui qu'on voit dans les films, etc., etc. Au fond, le tourisme, c'est une machine à mise en désir des lieux. Et donc, prenez un exemple simple, je ne voudrais pas être désagréable, mais quand Madame Bardot sera morte, sa tombe sera une destination touristique. Ça pourrait être un objet pour un territoire. Donc, si vous voulez, prenez la tombe de Camus à Lourmarin ou la tombe de Genot à Manosque. Donc, si vous voulez, ça se construit. Et donc, effectivement, c'est ça sur quoi je voudrais insister. Il me semble que si on regarde les choses comme ça, on a énormément de choses à faire. Vous voyez, j'ai pris l'exemple de monter en voiture électrique au sommet du Luberon pour faire une place aux personnes âgées, aux familles. Ça me semble essentiel. Je prends l'exemple des églises de Charente. Il me semble qu'il y a plein d'endroits, au fond, où on n'a pas cherché à avoir une politique qui peut faire que le pays va être plus désirable,
Parce que quand je dis ça, quand vous regardez Cognac, vous regardez ça, etc., c'est des petites villes en difficulté. Heureusement que Cognac, il y a le Cognac qui rapporte énormément en ce moment, évidemment. Donc ça, c'est très bien. Mais ces territoires-là, au fond, ils pourraient se développer beaucoup plus. Or, le tourisme fait partie de leur mise en désir. Le sud de la France n'était pas aimé. Relisez Victor Hugo. Quand il disait le sud de la France, c'est sale, les hôtels ne sont pas propres, il y a du vent. Et d'ailleurs, les premiers touristes n'allaient pas du tout en Méditerranée. Ils allaient sur la façade atlantique, ils allaient dans la mer du Nord. Les grandes stations, c'était ça, le nord de la Bretagne, toute la côte belge et cette côte-là. La Méditerranée, c'est donc la mise en désir d'un territoire, c'est un projet qui intègre le tourisme dans des activités locales traditionnelles, qui revalide des savoir-faire qu'on peut mettre en scène grâce au tourisme, mais qui aussi innove dans des nouveaux métiers, dans effectivement des tas de nouveaux métiers, et dans une autre nouvelle pensée du territoire, puisque je pense que la France se restructure par ses métropoles, et autour des métropoles, à 2 heures des métropoles, il se passe plein de choses. Et si vous prenez 2 heures de nos grandes métropoles, en gros, ça couvre quasiment tout le territoire. Donc, mais c'est une étoile, c'est une araignée, donc c'est cette vision. Or, le tourisme est ce qui met le lieu, la destination en désir, et ce qui la rend attractive. Je finirai sur l'exemple que j'ai donné de Nantes. Nantes n'était pas une ville attractive, en plus avec les destructions de la guerre, etc. Alors, en plus, le château n'avait pas été restauré, mais enfin, c'était une ville qui avait des problèmes d'attractivité et qui a trouvé une attractivité énorme, mais qui joue dans l'économie, qui joue dans les étudiants qui veulent venir là, qui renforce les écoles d'ingénieurs, parce qu'à un moment, y compris la jeunesse, elle veut se former dans des villes où elles pourront dire avec fierté, j'ai été formé là. Et s'ils sont dans une ville que personne ne connaît ou qui a une image négative, la jeunesse n'a pas envie de l'incorporer dans son cursus éducatif. Donc, il ne faut pas considérer le tourisme comme un segment à part. La fonction du tourisme, c'est la gestion désirante des territoires. Et cette gestion désirante, elle s'adresse évidemment aux touristes, mais elle s'adresse à l'habitant qui se trouve revalorisé, elle s'adresse aux arrivants et elle s'adresse à l'économie de la retraite, qui, je vous rappelle quand même, est l'économie en plein développement de nos sociétés. Or, le retraité s'installe dans les lieux désirables pour les intégrer dans son cursus de vie. Donc, on est là dans un ensemble de processus où retenons que le tourisme, c'est la mise en désir des lieux et qu'après, il faut gérer effectivement pour l'effet, mais il faut gérer les effets, etc. Mais pas en le voyant comme un secteur à part. Il faut le voir comme un secteur moteur, je pense. D'ailleurs, c'est la force de la France, vous savez, je veux dire, c'est quand même un secteur, l'image mondiale de la France est extrêmement liée au désir du monde de venir en France. Si on peut avoir 100 millions de touristes, mais je veux dire combien il y en a qui rêvent de venir et qui ne peuvent pas. Ils n'ont pas les sous, ils n'ont pas les permis de circuler, etc. Un pays qui est aussi fortement désiré, logiquement après, il doit essayer de vendre des produits français qui ont à voir avec ça. D'ailleurs, pourquoi on est si fort avec L'Oréal, avec tous ces objets de soins du corps, de la beauté des femmes, etc. Ça a quand même à voir avec l'image désirante de la France. Merci. Bernard Fialer. Oui, merci. Vous avez un peu répondu à la question que je voulais vous poser. C'est sur cette inadéquation, vous le dites, entre l'afflux de tourisme et finalement le manque d'organisation pour un peu gérer ces flux. Donc, je me pose la question de savoir si la promotion qu'on fait pour certains territoires est pas très bonne. En revanche, l'organisation pour accueillir les touristes est un peu moins bien. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a aussi un désir, vous avez employé ce terme, de certaines destinations qui n'est pas promu et pas organisé par les promoteurs du tourisme, mais au contraire par de la littérature, etc. Donc on aura finalement toujours un peu de retard. Il suffit de voir, par exemple, le guide, quand on va à un endroit, on vous dit surtout tel endroit, n'y allez pas, c'est fait pour les touristes. Ce qu'il faut voir, c'est ce qui n'est pas fait pour les touristes. Et on a de plus en plus cette organisation. Donc on sera toujours en retard par rapport aux désirs, et qui peuvent d'ailleurs fluctuer, puisque si jamais on organise justement cet accueil des touristes, ça deviendra un lieu touristique qu'il faudra éviter pour aller vers quelque chose qui nous sera présenté comme plus authentique. Donc l'analyse du primum movens sur le désir de telle région. Alors vous avez parlé, c'est vrai que le cinéma, on voit par exemple les films de Woody Allen qui se font chaque fois dans des destinations. On se demande d'ailleurs s'ils ne sont pas de la promotion pour des lieux touristiques. Ils le sont financés par ailleurs, mais il y a la littérature, il y a des choses qui attirent comme ça brutalement vers des sites, et ça, par définition, ce n'était pas prévisible avant le succès du livre.
Non, mais bien sûr. Et puis, il y a aussi le fait de rendre plus qualitatif certains territoires. Prenez la Côte d'Azur. A priori, on dit que ce n'est pas la peine de s'en occuper. Mais c'est là qu'on a écrit l'opéra de Katsu. La Côte d'Azur, il y a eu des réfugiés juifs pendant la guerre, il y a eu des lieux magnifiques. Est-ce que ces lieux sont fléchés? Est-ce qu'on peut visiter la Côte d'Azur des réfugiés allemands, par exemple, des créateurs, des romanciers, des poètes, à Marseille notamment, mais après sur toute la Côte d'Azur? La réponse est non. C'est-à-dire qu'il y a le fait de rendre une destination, je dirais, plus qualifiante, parce que si vous voulez, le problème, c'est qu'il ne faut pas gérer que les flux. Il y a des gens il y a 7 millions de Français, par exemple, qui vont dans des festivals l'été. Il y a 4000 festivals. Bon, je pense qu'il y en a trop, il faut y réfléchir. Est-ce que les gros festivals sont logiques, alors que d'un point de vue écologique, ils sont absurdes, parce que c'est sûr que si vous faites des petits festivals de proximité, il y a moins de phénomènes de transport, donc effectivement, il vaudrait mieux financer les festivals de taille moyenne que les très gros, par exemple. Vous voyez, toutes ces réflexions, on ne les mène pas. Bon, est-ce que Carré, il faut financer Carré? Est-ce qu'il faut financer Avignon? D'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. Donc, comment on gère ces questions? Bon, je ne donne pas mon avis, mais on devrait en débattre. Là, c'est une première chose. Mais après, si vous voulez, le problème, vous avez raison sur la quête de l'authenticité, c'est-à-dire on veut toujours aller derrière le miroir. Bon, et ça, c'est le jeu normal du dévoilement, si vous voulez. Bon, et on vous présente chaque fois en disant là, c'est plus authentique, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, souvent, c'est quand même des objets fabriqués en Chine. Donc, l'authenticité est quasiment une mise en scène dans le territoire, et on essaye tous d'y échapper. Vous savez, c'est une vieille histoire, c'est l'opposition du voyageur et du touriste. Le touriste a toujours été méprisé. D'ailleurs, si on vous dit tu travailles comme un touriste, c'est une injure. Le mot honorable, c'est voyageur. Et au XIXe siècle, dans tous la grande littérature, etc., l'aristocratie, c'était des voyageurs. Les touristes étaient les nouveaux riches. Donc, il y a toujours ce conflit. Le surtourisme, aujourd'hui, c'est la même opposition. Je veux dire, il y a un rejet du tourisme. Quand je suis de mauvaise humeur, je dis, il y en a qui n'aiment pas les immigrés arabes, il y en a qui n'aiment pas les touristes. Ce n'est pas les mêmes mondes politiques. Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire, quand même, c'est l'autre qui arrive. Et comment je le refuse? Bon, donc, je crois qu'il faut qu'on soit attentif à ça. Mais après, je pense que faire bien le développement touristique d'un territoire, c'est se mettre dans l'œil de l'autre. C'est, si vous voulez, c'est le fait que celui qui va piloter la mise en tourisme d'un territoire ne soit pas un authentique. Vous voyez, moi, souvent, j'ai eu des réunions avec les gens, par exemple, des gîtes ruraux. Alors, les gens vous disent, ah ouais, c'est la maison de ma famille, je connais, je suis de là. Et tu es de là, tu es de là. À côté, il y a un truc fait par un Anglais qui est plein tout le temps. Le tien, il est vide. Pourquoi? Parce que l'Anglais, il dit, moi, j'ai choisi ce territoire et je me suis mis à l'aimer pour telle et telle raison. Et donc, il ne dit pas, je suis de là, donc je suis le meilleur. Il dit, moi, j'ai choisi, je vais vous expliquer pourquoi c'est beau. Et du coup, lui, il a des clients beaucoup plus que l'autre qui dit, je suis authentique, tu es authentique, tu es authentique. Donc, vous voyez, ça se voit très nettement dans les pratiques. Le gros problème du tourisme, c'est qu'on est dans l'œil de l'autre et on est dans la mise en désir d'un territoire qui ne correspond pas d'ailleurs forcément à l'image qu'en ont les habitants. C'est ça qui est compliqué, parce que les films, la littérature dont on parle, maintenant les séries, regardez des séries de Netflix, etc., l'importance que ça peut avoir, celle sur Marseille avec Depardieu, même si elle était particulièrement mauvaise à mon avis, d'ailleurs ils l'ont arrêtée, mais n'empêche que, vous voyez, cette vision, parce qu'ils nous ont fait visiter la ville en hélicoptère, en fait. Et toute la série est bâtie sur des photos d'hélicoptères. Donc forcément, ce n'est pas la ville qu'on connaissait, on avait envie d'aller voir. Bon. Donc si vous voulez, tout ça, c'est pour dire que c'est des vrais jeux, il faut discuter des images, parce que les habitants n'ont pas forcément envie d'être vus dans l'œil de l'autre. Donc comment on gère cette question, tout en se rappelant que 50% des Français ne sont pas nés dans le département, et qu'il n'y a que 10% des Français qui meurent dans la commune de naissance. Donc le discours de c'est quoi les habitants, excusez-moi, les habitants, c'est un flux qui est là à l'instant, c'est comme un cheval au galop. Il ne faut pas croire que les habitants, il y a une partie effectivement qui sont des natifs de natifs, il n'y en a quand même pas tellement, et il faut faire très attention à ce discours sur les habitants pensent que. Mais après, je suis d'accord qu'il faut que ces images soient raccords, qu'il faut y travailler, mais prenez des gens de l'extérieur pour piloter vos politiques touristiques. Et ça, je crois que si vous voulez, c'est un élément extrêmement important. Alors, il peut aussi y avoir associé à des gens du coin, évidemment, hein, mais les deux regards sont essentiels, quoi. Ça me semble important, à la fois dans le respect des cultures locales, mais aussi dans leur mise en scène et leur mise en désir, pour quand même aussi renforcer les phénomènes économiques. Merci. Sylvie Vermeillet. Merci, Monsieur Viard. J'ai une question courte. Quel est, selon vous, le pays qui réussit le mieux aujourd'hui l'organisation de son tourisme, le ou les pays? C'est une question compliquée parce que, si vous voulez, ça dépend de quel plan on se place. Si on se place en termes économiques, ce qui rapporte le plus, ce n'est pas la France. On est le premier en quantité, disons, hein, on est d'accord là-dessus, on va dire, mais pas en chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires, le premier, c'est les États-Unis. Bon. Alors qu'ils ont beaucoup moins de touristes que nous. Bon. Simplement, c'est business. Bon. Donc, si vous voulez, c'est un rapport complètement différent. Donc, quel est notre objectif?
Est-ce que notre objectif, c'est de rendre la France désirable dans la mondialisation pour qu'on vienne la visiter, mais aussi pour qu'on achète des produits français, parce qu'on ne peut pas séparer, si vous voulez. L'intérêt, moi, quand Renault, par exemple, faisait la pub de la voiture à vivre, il y a déjà 25 ans, je trouvais ça génial, parce que c'était dans l'imaginaire de la France. La France est un pays de qualité de vie. Alors, cet imaginaire sur la beauté des Parisiennes, mais disons qu'on va la laisser. Et puis, donc, de cuisine, etc. et tout. Et donc, tous les éléments qui viennent de là, on a envie de les acheter, que ça soit l'Occitane, que ça soit L'Oréal, etc. Dans le monde entier, ces marques explosent parce qu'en gros, on mange la France. On achète la France. Quand en Allemagne, on achète un mouton du Ventoux, quelque part, on est en vacances quand on mange un morceau de mouton du Ventoux. On a le soleil qui rentre dans la maison, etc. Donc, le tourisme, c'est tous ces processus-là, si vous voulez. Bon, pour ça, quel est l'objectif? L'objectif financier, on n'est pas bon. On pourrait s'améliorer. Pourquoi on n'est pas bon? Parce qu'on n'observe pas assez les touristes. Vous allez en Italie, il pleut. Il y a tout de suite quelqu'un qui vous propose un parapluie. C'est inimaginable. Je veux dire, la souplesse, la vitalité de tous les petits métiers. Alors, c'est l'économie italienne, on me dit. Mais du coup, s'il pleut, vous avez un parapluie. Bon, en France, il pleut, vous êtes mouillé. Bon, je vais prendre cet exemple tout simple qui a pu vous arriver quand vous vous déplacez. Donc, c'est pour ça que je ne dirais pas quel pays réussit le tourisme. Vous voyez, l'Italie a une histoire du tourisme urbain. C'est-à-dire que les Italiens adorent les villes italiennes et visitent les villes italiennes depuis très longtemps. L'Allemagne est dans une phase de réunification culturelle. Donc, les Allemands sont en train de découvrir les villes allemandes. Il faut dire qu'ils n'ont pas pu y aller depuis la guerre. Donc là, il se développe un tourisme interurbain extrêmement important qui n'existait pas. Bon, vous voyez, c'est pour ça que les modèles ne sont absolument pas les mêmes. Il y a des zones de surdensité touristique le long de la mer à certains endroits, quand on rentre en Espagne, qui est tout à fait catastrophique. Nous, on a été très dynamique quand on a fait les plans neige et quand on a fait les côtes, enfin c'est sous De Gaulle là, qu'on a fait effectivement notamment l'aménagement du Languedoc et l'aménagement ensuite après Bordeaux. Ces trucs ont vieilli. On n'a pas réfléchi. Ces stations, moi j'avais travaillé à Narbonne et tout ça, c'est plus exactement ce que les gens cherchent, mais pour l'instant, on ne fait rien. Or, la mer est toujours là, mais le problème là, c'est qu'il manque le plus culturel. Parce que vous êtes dans des stations béton, au bord de mer. Alors, il y en a qui sont en train de s'intégrer à la ville, modèle Palavas, modèle tout ça, où avec le tramway, au fond, ça devient des quartiers urbains. Et donc, du coup, vous avez un nouvel usage parce que vous avez des gens de la ville qui l'habitent, etc. Et quand les gens sont en vacances là, ils peuvent aller au théâtre ou au spectacle ou aller au Riche boire une bière sur la place de Montpellier. Donc là, vous avez une construction, une intégration avec la ville. Il y a d'autres endroits où ce n'est pas possible. À un moment, j'avais suggéré qu'on vende des stations à des pays étrangers. Vous voyez, qu'il y ait une station anglaise, qu'il y ait une station, et que tout soit anglais, qu'on roule à gauche, et que du coup, vous allez comme en Angleterre. Fond, si vous voulez, l'idée, c'est de mettre du capital culturel sur une construction de béton, on pourrait le dire comme ça. Dans les Alpes, vous avez un autre problème. C'est que vous avez le réchauffement climatique et l'étalement urbain. Donc, en gros, le réchauffement climatique fait que les stations basses vont petit à petit être intégrées dans le périurbain de Grenoble, Annecy, de Chambéry, de Gap. Et celles-là, au fond, elles vont devenir du grand périurbain acceptable. Les stations d'en haut, elles vont devenir hors de prix parce qu'elles auront toujours de la neige, donc elles seront de plus en plus chères, réservées à une élite sociale. On va aller vers 3-4% de skieurs. Et puis, entre les deux, ça sera catastrophique. Et parce qu'il n'y aura pas de périurbain et il n'y aura plus de skieurs. Et pour le moment, je ne vois pas de politique se mettre en place sérieusement. Et on le sait, le réchauffement climatique, on le connaît. Donc, si vous voulez, on ne pourra pas mettre des canons à neige jusqu'en bas de la montagne. Donc là, on le voit bien cette année, avec le problème d'énergie. Donc, si vous voulez, on est là, surtout, je prends chaque fois des exemples différents, mais il faut vous dire, il faut observer chaque territoire, il faut le travailler, il faut avoir une vision globale de l'objectif. L'objectif, c'est 80% et effectivement 100 millions de touristes, 80% de Français qui partent, achever la démocratisation. Et surtout une chose, il faut faire partir les jeunes. Vous savez, quand on est parti jeune, on part toute sa vie. Si on est parti jeune, on part. On est au chômage, on part quand même. Mais on va aller chez des copains, on va aller dans la famille, on ne va pas dépenser d'argent. Mais le fait de partir, on ne va pas l'abandonner. Ça, c'est assez net. Les jeunes de nos quartiers, ils ne partent pas l'été. Sur les plages, il n'y a pas d'immigrés. Et ils sont où les 6 millions d'immigrés? Ils sont dans les quartiers ou en Afrique. Et quand il y a un jeune, des travaux de Tarius sont très intéressants, dès qu'il y a un jeune immigré assis sur une plage, toutes les 10 secondes, il y a un jeune européen qui vient lui dire « t'as pas du H ». Dans son livre, il dit « c'est exactement comme un signal de pharmacie qui clignote vert ». Là, c'est pas ça, c'est un jeune immigré assis tranquillement sur la plage. Pour tout le monde, c'est un dealer. Donc, vous voyez, vous êtes sur tous ces processus. Il faut faire partir les jeunes de banlieue.
parce que c'est comme ça qu'on les intégrera à la culture française. Excusez-moi de vous le dire, ils se sentent tellement exclus l'été. Et être exclu du départ en vacances l'été, c'est être exclu de la vie érotique. Excusez-moi de le dire comme ça, mais les vacances sont le grand lieu d'initiation amoureuse. Avant, c'était les fêtes votives de village, mais c'était du temps de ma grand-mère. Donc là, ceux qui ne partent pas sont exclus aussi de l'ensemble de ces pratiques d'initiation et d'amour. Donc, vous voyez, et ben, je vous dis, voilà, un objectif important que j'ai oublié de citer, c'est le départ des jeunes des quartiers en vacances, et de façon effectivement à ce qu'ils aient l'impression d'être vraiment des Français qui, comme tout le monde, qui partent en vacances. Bon. Donc, vous voyez, tous ces choses. Donc, ça dépend quel objectif on donne. Un objectif social, un objectif de chiffre d'affaires, qui est légitime, hein, un objectif de valoriser nos cultures locales pour qu'on puisse faire du développement économique à travers notre culture, des vins qui ont des terroirs, etc. C'est aussi un objectif. Je veux dire, regardez comment le rosé de Provence est devenu effectivement une marque de niveau mondial et comment l'attractivité de la Provence en matière touristique, regardez les vins de Cassis, de Bandol, tout ça de la Côte d'Azur, ils ont gagné aussi. C'est-à-dire que, notamment en agriculture, il y a une chaîne sur des produits à forte image de marque et l'attractivité touristique. Bon, je vous rappelle que cette année, on a exporté plus de rosé que de vin rouge. Parce que si vous voulez, les zones comme le Bordeaux, qui étaient effectivement très assises sur leur bourgeoisie, etc., une grande partie du territoire du Bordelais, il est en crise très, très grave. Donc, vous voyez, les rosés, par contre, qui s'est appuyé sur une image touristique, ils ont étudié ce que voulaient les touristes. Ils ont compris que les touristes, pour eux, le rosé, c'était un verre presque blanc. D'abord, ils ont changé les bouteilles, ils se sont mis à le ramasser la nuit. Vous savez que le rosé, ça se ramasse maintenant entre minuit et 6 heures du matin, pour qu'il démarre plus lentement, et du coup, il est plus clair. Parce qu'ils ont observé ils ont observé la demande, et donc ils se sont adaptés au marché. Je prends ces exemples parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le lien entre mise en tourisme, construction d'un discours, développement économique local, comment tout ça fait synergie, si vous voulez. Et c'est pas le tourisme, c'est pas un mois par an des gens qui viennent claquer leur pognon et qui ont fait des steak frites dégueulasses. Ça, c'est un produit terminé. Je crois que vous avez répondu à l'ensemble des questions. C'était très instructif pour nous. Ça nous donne des perspectives, de la prospective. C'est ce que nous recherchons. Donc, merci, Monsieur Viard, et bonne fin de journée. Merci à vous. Vous aussi. Bonne journée. Au revoir.